Depuis des années, je rêvais de ce voyage en Égypte. Je l'avais préparé minutieusement avec l'aide d'amis qui en avaient gardé un souvenir ébloui. Après 48 heures passées au Caire, je rejoindrai le Belle Époque, qui remonterait le Nil jusqu'à Assouan. 2 jours et 1 nuit à bord de ce bateau qui, d'après les photos et ce qu'on m'en avait dit, n'avait rien de ces monstres de 5 étages qui ont, hélas, envahi le fleuve Roi. Non, un ancien petit bateau, semblable à ceux qui, au début du siècle, menaient les ladies, gracieusement allongées sur les rocking chairs du pont arrière jusqu'aux îles éléphantines. Là, elles relevaient un peu leurs longues jupes pour monter dans les felouks à grande voile qui les attendaient pour les déposer au pied de leur palace préféré, ce Old Cataract. C'est ainsi toutefois que j'imaginais les choses. À l'aéroport de Roissy, en attendant l'embarquement, j'avais remarqué une grande femme, vêtue de coton blanc. L'élégance de son maintien m'avait frappée. Son mépris évident pour les maquillages, les teintures qui auraient pu prolonger sa blondeur enfuie en camouflant ses premiers cheveux blancs. En un mot, elle avait du chic. Si grande était ma hâte d'arriver que les 5 heures de vol me parurent bien longues, jusqu'au moment où je vis surgir, dans une brume rose et bleue, la terre d'Égypte. Le Belle Époque était tel qu'on me l'avait décrit. Bien décidée à ne pas perdre une seule image de ces journées féeriques, mes valises à peine dans ma cabine, j'étais montée sur le pont. Non loin, accoudée elle aussi à la rambarde, celle qu'en mon fort intérieur, je surnommais depuis le début du voyage la Dame Blanche, semblait tout aussi fascinée que moi par le paysage qui défilait lentement sous nos yeux. En remontant le cours du Nil, il me semblait remonter le cours du temps, comme si rien n'avait changé depuis des siècles et des siècles. Les hommes vêtus de pagne labourent leurs terres derrière leurs petits ânes. Les femmes assises en rond autour d'un feu préparent le repas. Elles portent de longues robes aux couleurs éclatantes. De grands bœufs traversent le fleuve à la nage. On ne voit que leurs mufles et leurs cornes en forme de lyre. Les poissons sautent autour du bateau. Nous longeons des villages qui semblent surgir de la nuit des temps, groupés au bord du fleuve nourricier, le Nil éternel. La Dame Blanche et moi avons fait connaissance. Nous étant prises de sympathie l'une pour l'autre, les jours passant, nous visitions ensemble temples et tombeaux sous la conduite d'un guide habitué à la canicule. Dendera, Karnak, Esneh, Edfou, Assouan. Malgré ma passion pour le soleil et mon émerveillement sans fin renouvelé devant de telles splendeurs, 43 degrés à l'ombre, c'était parfois trop pour moi. Oh, je suis épuisée, pas vous ? Oh non, c'est tellement extraordinaire. Il me semble que je pourrais parcourir toutes ces salles et tous ces corridors pendant 10 siècles. À moi 1 heure de plus et je tombe raide morte. Eh bien, je vous ferai embaumer. Vous êtes trop aimable. Ne me dites pas que ces lieux ne vous fascinent pas. Bien sûr que si, mais ce guide va trop vite. C'est plus une visite, c'est le parcours du combattant, au pas de charge. Restez là. Reposez-vous au pied de la statue du pharaon, il vous protégera. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. J'ai pas peur ? De quoi voudriez-vous que j'ai peur ? De rien, bien sûr. Simple façon de parler. À tout à l'heure. Elle s'est éloignée à grands pas pour rejoindre le guide. Je déteste visiter un musée ou parcourir une ville en groupe. J'ai horreur de la foule. Ici, en ce lieu magique, j'avais besoin de fermer les yeux pour mieux écouter le silence. Des années-lumière de silence, des siècles et des siècles de silence. Quand ils sont revenus, il m'a semblé que je sortais d'un long sommeil. Le temps ne vous a pas semblé trop long ? Non, je sais pas. Vous avez dormi ? Peut-être. Quelle heure est-il ? Midi. L'heure la plus chaude. C'est torride. Quel est le programme ? Quartier libre. Le car va nous ramener à Assouan et si vous voulez bien, je vous invite à déjeuner. Oh, merci. Et j'ai pas envie de retrouver tous ces touristes dans un restaurant à cuisine typiquement égyptienne. Et qui vous parle de restaurant à touristes ? Je vous emmène chez Ismaïl, dans le souk El Atarin, un endroit ignoré des touristes, connu des seuls initiés.
Nous allons prendre une calèche pour traverser la ville. Vous venez ici pour la première fois de votre vie et vous connaissez déjà un lieu réservé aux seuls initiés? Rien de mystérieux, je vous assure. En fait, j'ai simplement téléphoné à un garçon que j'ai rencontré autrefois et qui est attaché culturel à l'ambassade de France. Un passionné d'égyptologie. Il déchiffre les hiéroglyphes comme vous lisez Guy Descartes. Je lis pas Guy Descartes. Marguerite Duras, si vous préférez. Je préfère. Bref, Alexandre déjeunera avec nous. Alexandre de la Mole. Bien beau nom, que je croyais sorti de l'imagination de Stendhal. Alors, Sublime, d'un raffinement incroyable. c'est la véritable cuisine égyptienne, des recettes que l'on se transmet de génération en génération. Certaines remontent même au temps des pharaons. N'est-ce pas, Alexandre? Certains plats, en effet, datent de la plus haute antiquité. Ceux assaisonnés au coriandre, entre autres. Où avez-vous appris cela, ma chérie? Je l'ai lu, mais où? J'ai oublié. Sinoué, l'Égyptien. Oui, bien sûr. L'admirable Sinoué. Comment avez-vous deviné? Alexandre est un grand initié. Il lit dans vos pensées aussi facilement qu'il déchiffre les hiéroglyphes les plus mystérieux. Vous exagérez. J'ai parfois une sorte de prescience. Voilà tout. Un don qu'il tient de ses ancêtres. N'est-ce pas, Alexandre? On le dit. Mais c'est monnaie courante dans nos régions. La famille de la Mole est originaire de quelle région? La Provence. Arles. En Arles, où sont les aliscamps, en livret rouge sous les arbres, éclaire le temps. Les quoi? Les Aliscamps. Une voie bordée de tombeaux gallo-romains, la promenade favorite des Arlésiens. Vous parliez de votre famille qui vous a transmis ce don. Ce n'est pas cette famille-là, mais celle de ma mère, les Mazloum. En fait, je suis français par mon père et égyptien par ma mère. Les Mazloum sont une très ancienne et très noble famille, n'est-ce pas, Alexandre? Oui. Et vous, madame, de quelle région êtes-vous? Du Quercy. Comme moi. Nous nous connaissons depuis une semaine et nous ne savons rien l'une de l'autre, pas même nos prénoms. Je m'appelle Elisabeth. Moi aussi. Oh, curieux hasard. En Égypte, le hasard n'existe pas. Pas plus que le temps. Pas plus que la mort. Pas plus que la mort. Elle n'est que l'occasion d'exalter les bienfaits et les délices de l'existence. Un hymne au bonheur. Allô, Elisabeth? C'est Elisabeth. Je vous réveille? Pensez-vous, j'ai déjà pris ma douche et bu 3 tasses de café. Bravo. J'ai une belle promenade à vous proposer de la part d'Alexandre. Et hors des circuits touristiques. Vraiment? Vraiment. En fait, c'est beaucoup plus qu'une simple promenade. Une véritable expédition dans le sud. Qu'appelez-vous le sud? Une centaine de kilomètres après Abou Simbel. Je croyais qu'il n'y avait plus rien à voir après Abou Simbel. Il y a toujours quelque chose à voir en Égypte. Je veux dire, je croyais que la vallée des rois n'allait pas plus loin. Mais qui vous parle de la vallée des rois? Alexandre veut nous emmener bien ailleurs. Vous êtes très mystérieuse ce matin. Parce que je n'en sais pas plus long que vous, tout simplement. Je dois l'appeler pour lui dire à quelle heure vous serez prête. Je n'ai plus qu'à m'habiller, dans un quart d'heure, je serai en bas. Parfait. Prenez quelques affaires de toilette. Nous partons pour au moins 3 jours, paraît-il. Très bien. À tout de suite. Elisabeth. Oui, Elisabeth. À propos d'Alexandre, vous ne m'avez pas dit ce que vous pensez de lui. Il est très cultivé, très serviable.
C'est pas exactement ce que je vous demande. Comment le trouvez-vous? Je viens de vous le dire, cultivé, serviable. Physiquement? Physiquement plutôt bien, je suppose. Comment cela vous supposez? J'ai pas fait très attention. Elisabeth, ma chérie, vous êtes une petite menteuse. Mais je vous adore. À tout de suite. Plus que 37 km. Pas trop fatigué? Non. En pleine forme. 6 heures de piste et elles sont en pleine forme. Vous êtes formidable. Où sommes-nous? Au bout du monde. J'adore les mystères, mais... Mais vous voudriez bien savoir où nous allons. Eh bien voilà. Une équipe de cinéastes américains tourne un film dans le désert de Nubie, dont l'action se situe sous le règne de Ramsès II, dans un village imaginaire bien entendu, occupé 1500 ans avant notre ère. Ils ont bien voulu me demander mon aide. Je leur ai facilité les démarches administratives. Ils auraient voulu pouvoir tourner dans les lieux réels, mais on ne leur a pas donné les autorisations nécessaires. Si on se mettait à installer des caméras et des projecteurs dans les temples et les tombeaux, il ne resterait bientôt rien des fresques dont les couleurs ont déjà bien pâli. Le flot des touristes qui s'y engouffrent depuis une 50aine d'années a provoqué des destructions si catastrophiques que certaines œuvres ont disparu à jamais. Nous allons assister au tournage d'une scène capitale de ce film, tournée dans le tombeau supposé d'un des riches habitants de ce village fictif, construit en plein désert pour les besoins de la cause. J'ai pensé que cela vous amuserait. Oh, je suis ravie. Vous êtes génial, Alexandre. Oui, vraiment génial. Elisabeth me disait justement hier combien elle vous trouvait cultivé, serviable et séduisant. Elisabeth, je n'ai jamais dit... Je plaisantais. Je n'en doute pas. Je suis déjà allé les voir au début de leur tournage. Ils ont installé un véritable camp, amené du matériel, de l'eau, de la nourriture, et construit des décors fabuleux, dont ce fameux village où tous les habitants étaient, d'après le scénario, spécialistes de décoration funéraire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans les chambres mortuaires, ils peignaient sur les murs les étapes successives de la vie de l'homme enterré là, il y a 3500 ans. 35 siècles. Nous allons troubler le sommeil des morts. Ce n'est que du cinéma, Elisabeth. La piste était de plus en plus chaotique. Nous avions quitté le désert de sable pour nous engager entre deux falaises rocheuses. Le paysage était impressionnant, grandiose. Pas un bruit, pas trace de vie humaine, pas un oiseau dans le ciel. Si nous tombions en panne ici, loin de tout, que nous arriverait-il? Qui nous découvrirait? Alexandre et Elisabeth ne semblaient nullement partager mon angoisse. Ils bavardaient, riaient, aussi tranquilles que s'ils étaient assis dans un salon de thé d'Alexandrie. Le campement nous apparut, d'un seul coup, au creux d'une dune, telle une caravane qui ferait halte autour d'un puits. Des tentes berbères, des chameaux, des silhouettes drapées dans de vastes gandouras, vision intemporelle, irréelle, dans la fabuleuse lumière d'Égypte, bleue et rose. La chaleur était obsédante, mais sous la grande tente où nous attendait un méchoui royal, il faisait presque frais. En fin de journée, nous avons visité les lieux du tournage en compagnie du décorateur du film. Comme je vous l'ai dit, les autorités égyptiennes n'ont évidemment pas autorisé le tournage dans les lieux réels, sauf pour les extérieurs. Mais les reconstitutions de l'intérieur des temples ou des tombes sont surprenantes. Rien à voir avec le carton-pâte de Cécile B2000. On va tourner une scène dans le tombeau d'un riche Égyptien, un certain Mera. Il existait ? Dans l'imagination de nos scénaristes. On lui a creusé une chambre funéraire superbe, avec des fresques plus vraies que nature. Venez, gare aux têtes.
Extraordinaire. Où avez-vous trouvé ces fresques? Ça, c'est un secret. Fabuleux. La fraîcheur des couleurs. On jurerait qu'elle vient d'être peinte il y a 3000 ans. Ah, c'est impossible! Impossible! Ça va mieux? Oui. La chaleur, sans doute. Tous ces projecteurs dans ce petit espace. Vous êtes devenu livide. Vous m'avez fait peur. Vous répétiez sans fin les mêmes mots. Quel mot? C'est impossible, c'est impossible. Comme si vous aviez peur. Peur de quoi? Je ne sais pas, d'une chose surnaturelle. Oh, vous faites du roman, ma chérie. Oh, Alexandre vous le dira comme moi. Ces fresques m'ont impressionnée, c'est vrai. J'ai cru reconnaître... c'est idiot. Toutes les fresques se ressemblent et celles-ci ne sont que des copies. Reconnaître quoi? Je vous raconterai plus tard, ce soir, quand la chaleur sera tombée. Mon grand-père est mort depuis une 40aine d'années. Il m'a raconté une étrange histoire qu'il tenait de son père, qui lui-même la tenait de son père, Antonin. Tout cela ne date pas d'hier, comme vous pouvez voir. Cet Antonin était originaire du Jura. Et, comme le faisaient tous ceux de sa famille depuis des générations, il travaillait dans une entreprise forestière de la région. Seul, des mois entiers dans les bois, à marquer et abattre des arbres. Des mois entiers? Oui, il aimait cette solitude, c'était son univers. Il ne souhaitait rien d'autre que passer sa vie et finir ses jours dans ce grand silence. Mais un soir d'été, où il n'avait pour seule compagnie que le bruit de sa hache, il entendit une voix très nette lui dire « Antonin, un jour, tu seras un peintre célèbre. » Alors, il regardait de tous côtés pour voir de qui venait cette voix. Personne. Il était stupéfait et un peu effrayé. Et puis, peu de jours après, la voix se fait entendre à nouveau. Pour lui tenir le même discours? Exactement. Et avec les mêmes mots. Cette fois encore, personne autour de lui. Le phénomène se reproduit à plusieurs reprises. Il en perd le boire et le manger, il ne dort plus. Cette voix l'obsède, jusqu'au jour où l'ordre mystérieux lui est donné de tout quitter et de se mettre immédiatement au travail. Il obéit, quitte sa chère forêt, descend en ville, demande asile à un vieux cousin passionné d'astrologie et de sciences, plus ou moins occultes, qui offre de l'héberger dans son grenier. Il se précipite chez un marchand de couleurs, choisit au hasard une quinzaine de tubes et quelques pinceaux. Et le soir, en cachette, après avoir étalé ses couleurs sur une assiette, il embarbouille une feuille de papier. Le résultat est une esquisse sans forme. Il recommence à plusieurs reprises, mais à chaque fois, c'est aussi décourageant. La nuit même, dans le silence du grenier, la voix s'élève à nouveau, nette et autoritaire. « Antonin, tu dois travailler, obéis !» Subjugué, dès le lendemain, à la première heure, il se remet à peindre. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Sa main se déplace toute seule. N'y tenant plus, il raconte toute l'histoire au vieux cousin Anselme, qui s'extasie devant ses aquarelles qui représentent des hommes, tous de profil, vêtus de pagne, les épaules larges, les hanches étroites, comme on en voit sur toutes les reproductions des tombeaux et des temples égyptiens. Antonin dit être inspiré par Marius de Thiane, un peintre de l'Antiquité dont personne n'a jamais entendu parler et dont aucun document n'a conservé trace. C'est incroyable. Et d'autant plus étrange qu'il a reçu une éducation plus que rudimentaire.
arrêté au certificat d'études primaires et que jamais il n'a entendu parler de l'Égypte et de ses mystères. Et quand j'étais enfant, je restais des heures entières à contempler ces tableaux. Ils me fascinaient. Vous les avez vus? Bien sûr, chez ma mère. Que sont-ils devenus? Quand je suis rentrée en France, après un long séjour aux États-Unis, je suis allée habiter avec elle. Elle était gravement malade. Et peu de temps avant sa mort, elle m'a raconté l'histoire rocambolesque de ses peintures et m'a supplié de les détruire. Elle lui portait malheur, disait-elle, empêchait sa guérison. Qu'avez-vous fait? Je les ai brûlées une à une dans la cheminée. Oh, quel dommage! Et elles n'avaient aucune valeur. Et tout à l'heure, la chaleur aidant, j'ai eu une espèce de vertige en croyant reconnaître... Enfin, c'était stupide. Les aquarelles d'Antonin n'étaient en fait que des croûtes. Mais tous ces petits personnages m'ont brouillé l'entendement pendant quelques instants. Voilà, c'est passé. Vous savez tout. Une histoire amusante, non? Bien étrange, en tout cas. Le fameux Antonin avait dû purement et simplement copier un livre qui lui était tombé sous la main. Le seul mystère, réel, était de savoir comment un tel livre avait pu effectivement lui tomber sous la main au fin fond d'une forêt jurassienne. Bien que, en fait, ce soit seulement l'idée de peindre qui lui était venue au milieu de ces bois. Le livre, il avait dû le voir en ville, dans une vitrine, mais il y avait tout de même, au départ de cette histoire, quelque chose d'étrange. Que cet homme ait eu envie de peinturer, pourquoi pas? La solitude donne parfois naissance à de singulières idées. Et le spectacle de la nature avait pu éveiller chez lui un vague sens artistique, mais ce qui m'intriguait, c'était ce besoin d'inventer toute cette histoire de voix tombant de la cime des arbres pour lui intimer l'ordre de tout laisser en plan et d'aller en ville acheter un pinceau et des tubes de couleur. Non. La vérité était sans doute beaucoup plus simple. Le grand-père, farceur, en avait eu par-dessus la tête de couper des arbres et avait inventé tout ça avec le cousin Anselme. Et moi, j'étais complètement idiote de perdre mon temps à me pencher sur de fausses énigmes. Ce qui m'avait le plus intrigué, en réalité, c'était Alexandre. Il avait écouté le récit d'Élisabeth sans broncher, mais avec une étrange petite lueur dans ses beaux yeux verts. Le lendemain, alors qu'Élisabeth faisait la sieste, dans une des tentes mises à notre disposition, il m'avait raconté la conversation qu'il venait d'avoir avec le décorateur du film. Nos fresques vous intriguent, on dirait. Superbe travail. Qui a fait cela? Ce ne sont que les agrandissements d'aquarelles qui appartiennent à Mr. Schulhoff, le producteur du film. Des aquarelles? Mr. Schulhoff les a achetés dans une galerie à New York, il y a 2 ou 3 ans. Une véritable fortune. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. En fait, c'est toute une suite. Il y en a 14. Je n'en ai reproduit que 6 pour les besoins du film. Mais j'ai des photos de l'ensemble. Ici? Oui, superbe. Vous voulez les voir? Comment? Venez avec moi. Elles sont dans mon bureau. Sous ma tente, quoi. Ce sont des tableaux anciens? 1830 ou quelque chose comme ça. Des pièces de musée. Signées Champollion. Champollion? Champollion l'Égyptien? Oui, c'est rarissime. Il a peint ça d'après nature, c'est certain, lors d'une de ses découvertes. C'est pourquoi les couleurs ont un tel éclat. À la sortie du film, Mr. Schulhoff révélera l'histoire de ces fresques. Quand on apprendra qu'elles ont été peintes par Champollion, ça fera un sacré scoop. Formidable pour le lancement. Mr. Schulhoff est un sacré emmerdeur. Mais il faut bien reconnaître qu'il a le génie de la publicité. Passez. Voilà, toute la série.
Qu'est-ce que vous en dites? Sublime. Quelle fraîcheur. Quelle exactitude. Vous savez où c'est? Non, mais je connais bien l'art égyptien. C'est un admirable travail. Et d'une rareté. Je vous l'avais dit. Puisque ça vous intéresse tellement, je vous les donne. J'en ai fait plusieurs tirages, vous pensez bien. Merci 1000 fois. C'est un cadeau magnifique. Quelle merveille! C'est encore plus beau que sur les murs du tombeau de notre monsieur Mérat. N'est-ce pas? C'est très émouvant. Vous voulez dire au point de s'en évanouir comme Elisabeth? Je n'irai pas jusque-là. Vous non plus. Vous trouvez aussi qu'il y a dans tout cela quelque chose d'étrange, de troublant, non? Je ne saisis pas encore quoi, mais je trouverai. Vous l'avez vue aujourd'hui? Pas encore. Et vous? Aperçue. Elle m'a fait un petit signe de la main, c'est tout. Elle doit être encore un peu fatiguée. Fatiguée de quoi? Elle est solide comme un roc. De son malaise d'hier. Vous croyez vraiment? Vous avez l'œil qui frise. Vous la connaissez depuis longtemps? Je l'ai connue dans l'avion. Nous avons sympathisé. Et vous? Depuis quand? À votre arrivée. Je l'ai rencontrée au musée du Caire. Je faisais visiter quelques salles à des personnalités françaises. On avait requis mes services d'égyptologue patentés auprès de l'ambassade. Elle s'est jointe à notre groupe et m'a posé tout un tas de questions sur moi, sur mes ascendants. Je croyais l'avoir entendu dire qu'elle vous connaissait depuis plusieurs années. Je pense qu'elle a fait une confusion. C'est possible. Comme lorsqu'elle nous a dit que sa famille était originaire du Lot, alors qu'elle nous a expliqué longuement par la suite que ses ancêtres étaient tous natifs du Jura. Mes chers amis, il est temps de vous révéler la vérité. Je vous sens tellement intriguée par toute cette histoire. Ma famille est originaire du Lot, comme vous, Elisabeth. Je vous ai vu tiquer quand j'ai parlé du Jura. En fait, je voulais noyer le poisson. Vous comprendrez pourquoi, j'espère. La vérité, donc, est que j'ai eu un arrière-arrière-grand-père, comme bien des gens, ce n'est pas très original. Où cela devient étonnant, c'est qu'il est né un 23 décembre 1790 à Figeac. 23 décembre 1790. Attendez donc. Oui, 23 décembre 1790 à Figeac, dans le Lot, comme le grand Champollion. Jean-François Champollion, le premier Français à avoir déchiffré les hiéroglyphes. Champollion, célèbre dans le monde entier par ses découvertes. Champollion l'Égyptien, comme l'ont surnommé ses contemporains. Vous voulez dire que vous êtes une descendante de Champollion? Non, non, hélas. Une simple coïncidence a voulu que mon aïeul, Antonin, naisse le même jour que lui dans la même petite ville. Ils se sont peut-être connus? Ils se sont très bien connus. Nos familles étaient amies. Les deux garçons ne se sont pratiquement pas quittés jusqu'au départ de Jean-François pour Grenoble. Il avait 10 ans. Le bûcheron qui entendait des voix en abattant ses arbres au fond des forêts, le cousin Anselme, vous avez inventé tout ça. Pourquoi? Pas vraiment. Le cousin Anselme, non seulement a bel et bien existé, il était un peu fou, un vieil original épris de sciences occultes, de magie, il faisait collection de grimoires, mais il tenait un journal qui m'a été transmis. Quel rapport avec les fresques qui vous ont tellement ému? Jean-François Champollion n'a jamais perdu de vue son ami d'enfance. Il lui écrivait régulièrement pour le tenir au courant de ses travaux, de ses recherches. Et quand il est revenu de son dernier voyage en Égypte, où il a fait ses découvertes les plus fameuses, il a envoyé à Antonin une série de dessins admirables qu'il avait fait sur place. Où? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'Antonin, qui n'avait nullement conscience de la valeur de ses aquarelles, n'y a pas attaché beaucoup d'importance. Le cousin Anselme, en revanche, épris d'ésotérisme, était fasciné par tous ces petits hommes en pagne, ces fleurs de lotus, ces oiseaux étincelants, ces animaux sauvages,
Ces symboles mystérieux, tout le transportait. Il restait des heures à contempler l'étoile magique. Ajoutez à cela que la naissance de Jean-François Champollion avait été auréolée d'étranges prodiges. Le guérisseur qui avait procédé à l'accouchement n'avait-il pas prédit « Je vous annonce la venue d'un enfant qui sera une lumière des siècles à venir ». L'enfance du petit garçon est jalonnée de signes prophétiques. À 5 ans, il apprend à lire tout seul, dans un missel. Il crée de toutes pièces d'étranges alphabets. À 8 ans, il sait par cœur des tirades entières de Virgile et d'Homère. D'où sortait-il à 8 ans des ouvrages de Virgile et d'Homère, en 1798, et dans une petite ville du Lot? En fouillant sur les rayonnages de la librairie paternelle. Son père était libraire, voilà qui change tout. Et libraire spécialisé dans les ouvrages anciens et la littérature ésotérique. C'est dire que le cousin Anselme y passait le plus clair de son temps. Vous êtes en train d'inventer tout ça pour nous raconter encore une belle histoire? Ou vous avez des preuves? C'est toujours grâce au journal d'Anselme que j'ai appris cela. Et ce sont des prédictions sibyllines. Ces augures étranges, cette stupéfiante précocité qui ont donné l'idée baroque au cousin Anselme, très porté sur les mystères et sur la fabulation, de monter ce canular de voix tombées du ciel pour donner l'ordre à Antonin de peindre. Alors que les peintures étaient l'œuvre de Jean-François Champollion. Mais pourquoi ne pas avoir dit tout bonnement la vérité? Mais le mensonge est souvent plus excitant, plus romanesque. J'ai toujours aimé le romanesque. Pas vous? Jusqu'à un certain point. Vous l'avez, ce journal? À Paris. Ça doit être passionnant. Vous devriez le faire éditer. J'y songe. Et ces fameuses aquarelles, que sont-elles devenues? Vous ne les avez pas brûlées dans la cheminée de votre mère? Bien sûr que non. Le destin a voulu que j'épouse un Américain et que je le suive aux États-Unis. Il se disait homme d'affaires, mystérieuses affaires qui lui ont valu d'être abattu de 3 coups de revolver en pleine rue et en pleine tête par un inconnu qui a pris la fuite. La police a conclu un règlement de compte. J'ai été accusée de complicité, de trafic de drogue, de recel, et d'appartenance à une association de malfaiteurs, alors que je n'étais au courant de rien. Sans preuve d'aucune sorte, on a fini par me laisser en paix, mais je n'avais plus $1. Pour payer les avocats, j'ai dû me séparer de tout ce que je possédais. Les fameux tableaux, entre autres choses, que j'ai vendus une bouchée de pain lors d'une vente aux enchères à Washington. Voilà. C'est une histoire rocambolesque, je le reconnais, et difficile à croire. Pourquoi nous l'avoir racontée? Parce que vous avez dû me croire folle. J'ai eu un tel choc en voyant ces fresques. Ce sont les reproductions des peintures de Champollion. Oui. Vous êtes sûre? Absolument certaine. Celles que vous avez vendues à Washington? Oui, c'est cela qui est fou. Par quel miracle je les retrouve ici? Décidément, tout ce qui touche ces peintures est bien étrange. Vous qui avez des pouvoirs surnaturels, Alexandre, que pensez-vous de tout cela? Je n'ai pas de pouvoir surnaturel. J'ai un petit don de prescience, voilà tout. Et je pressens qu'Elisabeth ne nous a pas encore tout dit. Vrai, Elisabeth? Non, je ne vois pas vraiment. Mais ce que je vous demande instamment, c'est de ne raconter tout ça à qui que ce soit. Et surtout pas aux gens du film. Cela ne regarde personne. C'est une vieille histoire sans intérêt. Je ne vous l'ai confiée que par amitié pour satisfaire votre curiosité. Vous n'avez rien à cacher, ni rien à vous reprocher. Bien sûr que non. Mais j'ai le sens de la famille, voyez-vous. Et j'aurais l'impression de trahir Antonin et mon cousin Anselme si leur petit secret courait les rues. Dans le désert de Nubie, les rues sont plutôt rares. Je dirais même qu'elles ne courent pas les rues. Payez-vous ma tête, j'adore ça. Entre nous, Alexandre, vous y comprenez quelque chose? À quoi? À tout ce que raconte Elisabeth. L'histoire de ces fameuses aquarelles signées Champollion. Elle nous a déjà donné, sur leur origine, 2 versions différentes. Alors qu'on ne lui demande rien. Il y a tout de même un mystère. Les fresques du film dans le tombeau de Mérat sont superbes. Le décorateur est formel. Ce sont des agrandissements d'aquarelles peintes par Champollion lui-même, d'après nature.
sur place, dans un tombeau authentique, découvert par lui. Des fresques qui ont plus de 3000 ans. Ces fresques, je les ai vues de mes propres yeux. Mais où? Ce n'est pas dans un tombeau célèbre, ni dans un grand temple. Sinon, je m'en souviendrais. Il y aurait des cartes postales, des reproductions. Non, ce doit être dans un lieu écarté des circuits touristiques, en Haute-Égypte. Il y a des tombes qui ont été découvertes il y a longtemps, mais leurs fresques commencent à se détériorer au contact de l'air. Le public n'y est plus admis, et ne le sera sans doute plus jamais. J'ai eu la chance de pouvoir en admirer quelques-unes lors de visites privées, déjà défraîchies, mais qui ont dû être superbes. Impossible de me rappeler où. C'est trop bête. Vous avez remarqué qu'Elisabeth nous a dit avoir vendu les dessins lors d'une vente aux enchères à Washington, alors que le décorateur vous a dit que le producteur du film les avait achetés lors d'une vente à New York. Il peut se tromper. À moins qu'Elisabeth ne les ait effectivement vendus dans une vente à Washington et que l'acheteur les ait remis aux enchères à New York. Elle nous a dit les avoir vendus une bouchée de pain alors que le producteur du film, le fameux M. Chouloff, les a payés une petite fortune. La raison sans doute pour laquelle il les aime tant. Cela prouverait qu'Elisabeth n'est pas une femme d'affaires. Ah, je pense au contraire qu'elle est une femme d'affaires particulièrement avisée. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Si vous la voyez discuter dans les souks, un vase dont le marchand voulait 300 dirhams, elle l'a payé 110. Après une demi-heure de palabres. Oh, ici, il faut toujours discuter les prix, ça fait partie du jeu. Ça a été un merveilleux voyage. Merci, Alexandre. Un voyage qui n'est pas terminé, loin de là. Je rentre dans 3 jours. Pas question. Mon billet d'avion? Un billet d'avion, ça se change. Ne vous souciez de rien. Je m'occupe de tout. Après-demain, nous serons au Caire, ma ville. Je vous en ferai les honneurs, ça prendra au moins une semaine. Je dois rentrer à Paris. Pourquoi faire? Vous avez des enfants qui pleurent à la maison? Non. Un mari? Un fiancé? Un amant? Oh, vous êtes indiscret, Alexandre. Ce n'est pas votre habitude. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous m'en voulez? Non. La preuve, c'est que je vais vous répondre. Pas de mari, pas de fiancé, pas d'amant. Je vais même vous faire une confidence. Mon dernier fiancé m'a quitté il y a 2 mois pour une riche portoricaine. Je suis navré. Vous le cachez bien. Donc vous pouvez prolonger votre séjour. Je peux. Formidable. Vous allez voir, le Caire est une ville fascinante. Vous allez adorer. Je vais vous retenir un appartement au Méridien, au 12e étage, avec terrasse sur le Nil. Vous dominerez toute la ville, c'est superbe. Oh, je n'en doute pas, mais je ne suis pas une riche portoricaine. Ne vous en faites pas pour ces détails. De ce jour, vous êtes l'invité de l'ambassade de France en Égypte. Oh, j'aurais mauvaise grâce à refuser. Merci, Alexandre. Je suis très heureux. Où est Elisabeth? Je ne l'ai pas vue ce matin. Moi non plus. Mais nous partons dans 1 heure. Je vais aller la prévenir. Vous connaissez ses projets? Elle reprend le bateau avec nous à Assouan et l'avion à Luxor, pour Paris. L'avion que je devais prendre. Elle va peut-être nous raconter le 3e épisode de son feuilleton. Vous ne l'aimez pas beaucoup. Je me trompe? Ce n'est pas exactement ça. Elle m'intrigue, c'est vrai, mais je la trouve sympathique. Et vous? Ah, moi, je l'aime bien. Vous connaissez son nom? Elisabeth? Son nom de famille. Aucune idée. Si vous en avez l'occasion, demandez-le-lui. Pourquoi? Pour rien. Pour savoir. Elisabeth ne sort pas de sa cabine, on dirait. Elle a la migraine. Vous avez éclairci le mystère? Lequel? Son nom. Comment voulez-vous que je lui demande son nom? Sous quel prétexte? Pourquoi? Moi, je le sais. Elisabeth Carpenter. Vous êtes devin? J'ai regardé son passeport. Avec quelques dirhams, on obtient beaucoup de choses ici. Je vois. J'en saurai davantage quand nous serons au Caire. Par l'ambassade. Vous aimez cet hôtel? Un peu trop guindé à mon goût. Mais vous aviez dit vrai, la vue est sublime.
j'ai du nouveau. Ah oui, sur quoi? Elizabeth Carpenter. Ah, décidément, elle vous intrigue. Elle a effectivement vécu aux États-Unis, mariée à un certain Burt Carpenter. Tué d'une balle dans la tête en pleine rue. Non. Mort en prison d'un cancer du foie. Condamné à 3 ans de réclusion et à une amende d'1 million de dollars. Pour quelle raison? Faux et usage de faux. Il était un expert connu auprès des tribunaux pour les œuvres d'art, importées de France particulièrement. Il a, entre autres escroqueries, certifié comme authentiques nos fameuses aquarelles de Champollion, qui ne sont en fait que des copies. Superbes, il faut le dire. Et vendues fort cher à M. Schulhoff. J'ajoute que sa femme, Elisabeth, a été fortement soupçonnée d'être l'auteur d'un grand nombre de copies. Elle a quitté les États-Unis en catastrophe après l'arrestation de son cher mari. Elle a un grand talent. Pour copier une œuvre, il faut connaître l'original. Où aurait-elle vu les aquarelles de Champollion? Chez lui, tout bêtement. À Figeac, dans sa maison natale transformée en musée. Comment avez-vous appris tout ça? Par téléphone. J'ai appelé ce petit musée. Une vieille dame charmante m'a confirmé avec un adorable accent qu'effectivement il y avait bien là une suite de 14 aquarelles de Champollion peintes par lui dans le village de Der El Médine. C'est là effectivement où je les avais admirées avant que le site ne soit fermé au public. Mais notre Elisabeth, que vient-elle faire là-dedans? Notre Elisabeth est une remarquable faussaire. Et ma vieille dame du petit musée Champollion se souvient d'une jeune fille qui a effectué de longues stations devant les aquarelles de Der El Médine pour les copier très soigneusement et avec une grande exactitude. C'est presque plus beau que les originaux, m'a-t-elle dit sans cacher son admiration. Décidément, je l'aime bien, Elisabeth. Moi aussi. Mais c'est vous que je préfère. De loin. Et bien davantage de près. Cette petite aventure égyptienne m'a inspiré un roman qui est devenu un best-seller. Je lui ai donné pour titre Les Zadiscans. Les Américains en ont tiré un film. Nous venons de rentrer de Hollywood, où a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise des Oscars. Nous en avons récolté 3. Il faut dire que le film est superbe, le décor naturel grandiose. Je n'ai pas vraiment reconnu mon roman, mais qu'importe. La seule chose qui compte aujourd'hui est que dans 9 jours, j'épouse Alexandre, en Arles. Évidemment, en Arles, où sont les Zadiscans.